Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première partie du wrap-up de mars. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de certains livres que j'ai lus ces derniers jours. J'ai commencé le mois de mars en lisant The Velvet Underground dans l'effervescence de la Warhol Factory de Corinne Shadmy, qui est une bande dessinée états-unienne que j'ai eu l'occasion de lire grâce à Ned Gallet. Dans cette bande dessinée, on va suivre l'histoire de deux des membres du Velvet Underground, qui sont John Cale et Lou Reed. Donc Lou Reed, je le connaissais déjà antérieurement, je l'ai écouté plusieurs fois adolescente et j'avais pas forcément le background des personnes qui avaient formé The Velvet Underground ni leur lien avec Andy Warhol. Et dans cette bande dessinée, on va vraiment voir le parcours des deux individus, on va voir toute l'effervescence artistique qu'il y avait dans cette Warhol Factory. Ils vont se lier d'amitié avec Andy Warhol comme l'indique le titre. On est plongé dans une atmosphère plus ou moins psychédélique, très colorée, très vive, qui en parallèle de ça, a tout de même des planches qui ont un énorme contraste puisqu'elles sont très foncées, notamment dans les périodes de doute et les périodes de dépression, les périodes de dépendance de chacun des deux artistes. Alors j'ai apprécié le début de la bande dessinée, mais au fur et à mesure du temps, mon intérêt s'est essoufflé et la fin a pour moi été bâclée. Il y a des autobiographies dessinées que j'ai énormément appréciées, même sur des groupes, et je pense qu'il y en a de très bonnes. Mais pour le coup, celle-ci m'a laissé plutôt de côté, ou du moins la fin a vraiment fait que je suis restée en demi-teinte. Ensuite, j'ai lu un manifeste, un plaidoyer féministe paru chez la collection Point Féminisme, qui n'est autre que Moi les hommes, je les déteste de Pauline Armange. Ce livre, c'est un plaidoyer pour la misandrie. Au-delà du titre qui attire forcément l'attention, eh bien Pauline Armange va avec beaucoup plus de tempérament, nous redéfinir la misandrie et sa place dans nos sociétés. Elle va faire une distanciation entre sexisme et misandrie, puisque les deux n'ont pas le même impact au sein de la France, notamment puisqu'elle va majoritairement se centrer sur notre pays, et elle va nous poser les jalons de tous ces processus qui sont plus ou moins intégrés et de ce qui est plus ou moins normé dans nos sociétés contemporaines envers les femmes. Grâce à ces points, elle va expliquer pourquoi des femmes sont devenues misandres ou ont envie de devenir misandres. J'ai beaucoup aimé ce manifeste, j'ai trouvé très pertinent, très instructif et facile d'abordage. Le seul point qui peut m'embêter, c'est que justement par son titre, on voit que c'est destiné à un public bien précis qui connaît déjà toutes les problématiques du féminisme et s'y intéresse. Alors qu'à mon sens, son ouvrage est très généraliste et pourrait aider justement des personnes qui ne sont pas renseignées sur le sujet. En intitulant son livre de cette manière, elle écarte un public à qui elle aurait pu amener des clés de compréhension. Donc c'est le seul point négatif que j'y trouve, mais il est très pertinent et je suis très heureuse de l'avoir lu. Ensuite, j'ai lu, dans le cadre du cabinet de lecture de Flowfly, À l'Ouest rien de nouveau, de Erich Maria Remarque. Ce livre, il va revenir sur le parcours d'un jeune soldat pendant la guerre 14-18. De son point de vue, on va voir son quotidien au sein des camps, avec ses camarades. On va voir à quel point la faim, la peur, l'attente, le temps prennent une place prépondérante au sein de son esprit. On va suivre son ressenti à travers toutes les tâches qu'il va mener. Il va assister à des blessures de la part de ses camarades, à des morts, et il va réussir à créer et à nous faire ressentir tous les liens qui se tissent entre les personnes qui sont au front. On va être plongé avec ces jeunes Allemands d'une vingtaine d'années qui se battent pour l'armée dans laquelle ils ont été enrôlés sans vraiment y croire. Au-delà du récit de guerre que c'est surtout un livre sur l'humanité, sur la façon dont l'armée a puisé toute l'essence de la vie qu'ils auraient pu mener sans ces conflits, sans ces combats. Ça interroge la nécessité de la guerre, ça montre à quel point ils ont été empêchés dans la vie de famille qu'ils auraient pu vouloir créer. On espère jusqu'à la fin du bouquin qu'il va pouvoir s'en sortir et on sait de prime abord que ça ne sera pas le cas, parce qu'on connaît la guerre 14-18. C'est un livre que je peux lier à Si c'est un homme de Primo Levi, que j'ai lu il y a bien des années et que j'avais déjà adoré. Ici, j'ai un petit peu moins apprécié, puisque je trouve l'écriture plus chirurgicale, plus froide. Pour autant, ça n'enlève pas l'intérêt de ce livre qui décrit très bien ce que sont les affres sur le front. Ensuite, je vous parle d'un livre que j'ai adoré et que j'ai écouté grâce à Next Story. J'arrive à la fin
de ma collaboration avec Nextory et à cette occasion j'ai pu écouter Rouge de Mona Awad. J'en ai parlé dans un vlog que je vous mettrai ici et en barre d'infos. Quoi qu'il en soit, vous pourrez le retrouver sur la chaîne. Dans ce livre, on va réinterpréter les contes que sont Blanche-Neige ou encore Les Chaussons Rouges et j'en passe. Ce livre, c'est à la fois une réécriture et un roman d'horreur. Du moins, c'est comme ça qu'il est répertorié. On va suivre Mirabelle, dite Belle, qui vient de perdre sa mère qui résidait dans le sud de la Californie. Et Belle, elle, vivait à Montréal. Suite à ce décès, elle se rend donc là où résidait sa mère et elle va assister à la cérémonie pour son enterrement et elle va voir tout un microcosme de personnes très étranges. Elle va notamment entreapercevoir une femme qui est habillée de la tête aux pieds en rouge et ça va lui laisser un sentiment d'inaccompli. Elle va donc rassembler toutes ses affaires, tous les biens de sa mère et elle va résider quelque temps dans cette demeure où elle était. Puis elle va se rendre compte que sa mère avait des activités assez étranges avant de décéder. Elle va découvrir qu'il y a un spa qui s'appelle la Maison de Méduse, si je ne m'abuse. Et il y a tout un questionnement autour des produits de beauté, de la skincare routine, etc. etc. Et Belle est une jeune fille qui est très attachée à son apparence. Elle regarde des tutos sur YouTube notamment où des filles expliquent comment bien faire sa skincare routine. Enfin bref, ça brasse à la fois ces contes d'antan revisités version horreur et des problématiques actuelles. Elle va commencer à avoir des sortes d'hallucinations, elle va avoir des visions assez étranges et on va avoir du mal au fur et à mesure de la lecture à distinguer le vrai du faux, à voir ce qui est imaginé ou réel. Ça va traiter du mythe de la beauté et surtout de la question de la beauté occidentale puisque Belle a un père qui est égyptien, ou du moins était puisqu'il est décédé, et sa mère, quant à elle, était d'origine française. D'ailleurs, il y a des petites piques qui sont envoyées à la culture française, comme quoi sa mère était fantasque et étrange et que c'était simplement parce qu'elle était française. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Mais passons, et donc ça va traiter toute cette question du racisme et de la blanchité. Il y a beaucoup de jeux de mots qui sont faits en langue anglaise entre skin et sin notamment. J'ai adoré. Le seul point, c'est que justement cette relation mère-enfant a peu été développée et que, alors je vous mets un trigger warning si vous détestez Tom Cruise parce que il a une place prépondérante dans ce livre, mais ça vous le comprendrez si vous le lisez ou l'écoutez. L'écriture de Mona Awad est folle. Parce que certes, il y a de l'intrigue dans son récit, mais c'est surtout l'ambiance dans laquelle elle nous plonge. On est vraiment dans une atmosphère très sombre qui dénote de ce qu'on pourrait attendre de la Californie du Sud. Il y a aussi la couverture qui me donnait envie de le lire. Et j'avais beaucoup entendu parler de Mona Awad, qui n'est pas encore traduite, mais je l'attends de pied ferme. Mais encore une fois, vraiment, ce que j'ai adoré, c'est ce questionnement du mythe de la beauté quant à la couleur de peau, quant à la relation avec la mère, quant à la représentation qu'on se fait de soi, mélangée à ces légendes, ces mythes qui sont intégrés par toute personne occidentale, c'était génial. L'illusion entre le réel et justement ces visions rendait le tout encore plus savoureux. Et même si l'histoire n'était pas assez creusée pour moi et peut-être que les personnages ne l'étaient pas tout autant, eh bien c'est vraiment la plume de Mona Awad, la construction de ses phrases et la manière qu'elle a d'implanter le récit qui m'a totalement emportée. Donc je vous conseille de lire Mona Awad si vous lisez en anglais. Ensuite, je vous parle d'un livre que j'ai eu l'occasion de lire grâce à Ned Gallet. Alors, dans le même vlog où je vous ai parlé de Rouge, je vous ai parlé d'un livre qui sort de ma zone de confort et qui n'est autre que Mort d'une libraire de Alice Letter, qui vient tout juste de paraître. Alors je suis très embêtée de vous le présenter sous ce prisme puisque c'est techniquement un service de presse puisque je l'ai reçu grâce à Ned Gallet. Si vous avez vu mon vlog, vous savez à quel point ça a été une lecture compliquée. On suit donc Roach et Laura, qui sont deux libraires à Londres. On est pendant l'année 2019, fin d'année précisément. Et on va alterner entre le point de vue de Laura et Roach, qui se côtoient mais qui ne s'apprécient pas. Roach est une femme qui est passionnée
de true crime, elle écoute des podcasts de true crime, lit des biographies par rapport à des tueurs, tout cet univers-là. En parallèle, Laura est plutôt une femme très douce, dans la représentation de la féminité en son essence, c'est-à-dire qu'elle écrit des poèmes, elle est passionnée de littérature, c'est une femme qui est lettrée, contrairement à Roach qui, après ses études, n'a fait que travailler en librairie, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais en tout cas, la manière dont le bouquin présente ça, c'est que Laura est une femme plus ou moins parfaite dans la représentation commune, et que Roach est un petit peu excentrique et esseulé. Et donc, Roach, au fur et à mesure du temps, commence à devenir obsédé par sa collègue. Avec des chapitres alternés, on va voir le point de vue de l'une et l'autre, de octobre jusqu'à décembre 2019. Et Roach, au fur et à mesure du temps, va s'introduire chez Laura, va lui piquer ses clés, va dégueulasser tout son appartement, et pendant tout le livre qui est censé être un thriller, eh bien, il ne va rien se passer. Et oui, il ne va rien se passer. Et en plus de ça, il y a des phrases que j'ai notées et qui m'ont un petit peu déroutée si on veut être poli. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé l'écriture mauvaise. Les 130 premières pages m'ont tout de même entraînée. C'est vrai qu'elle sait mener avec du rythme son récit, mais par contre, il faudrait qu'il y ait une intrigue derrière. Et puis, les personnages sont archi caricaturaux et c'est un petit peu problématique lorsque ton intrigue est censée reposer sur elle. Il y avait vraiment une scission entre les deux qui était voulue, mais qui était beaucoup trop accentuée. C'était poussif au possible et j'avoue avoir du mal à croire à une relecture en langue anglaise, puisque là, je ne mets pas la faute sur Lacroixé qui a décidé de traduire ce best-seller. En plus de ça, l'épilogue faisait tout retomber alors qu'il n'y avait pas eu de climax. Vraiment, c'est un pass pour moi. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont apprécié ce livre, donc peut-être que ça vous intéressera, notamment parce qu'il y a tout un questionnement autour justement de la place de tous ces médias autour du true crime dans nos sociétés actuelles et des personnes qui s'y intéressent et de pourquoi c'est devenu un phénomène. D'ailleurs, Alice Slater, qui est l'écrivaine, tient elle-même un podcast de true crime, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est fait pour les personnes qui s'y intéressent. Moi, c'est pas forcément mon cas, mais j'étais curieuse. Ça n'a pas du tout fonctionné. Je viens de retrouver dans mon avis une des phrases que j'avais notées, donc je vais vous la dire pour terminer cette chronique et après je passerai au livre suivant. Donc, à moins de manger ou de baiser, il n'y avait pas vraiment de moyen plus discret que de se débarrasser d'un rouge à lèvres aussi radical. On passe à la suite. Après, j'ai lu un livre qui m'a quand même beaucoup plus réjoui, puisqu'il s'agit d'un livre que j'ai lu dans le cadre du prix des lectrices Vox et Proches, qui est le livre de Julia Kerninon qui s'appelle Toucher la terre ferme. Julia Kerninon, vous la connaissez sûrement pour Livre Maria et pour Sauvage, qui est paru à la rentrée littéraire de 2023. Mais ici, il s'agit d'un témoignage très court qui fait 90 pages de la part de Julia Kerninon qui va nous raconter sa grossesse et la manière dont elle l'a vécue. Elle va relater les faits, le quotidien qu'elle avait avant de devenir mère et pendant qu'elle a fait l'expérience de la maternité. C'est un témoignage très court, qui est plein d'espoir, qui revient sur ses doutes, ses peurs, les ancrages et les rejets qu'elle peut avoir quant à cette nouvelle manière de vivre, puisque l'arrivée d'un enfant change forcément une partie de votre vie. J'ai beaucoup apprécié l'écriture pour sa non-fiction, beaucoup plus que pour ses fictions. Ça révèle beaucoup de réalité, du moins je le suppose puisque je ne suis pas mère. Ça montre aussi ce qu'on ne veut pas forcément voir dans la grossesse, qu'on devrait forcément embrasser. Ça m'a donné une nouvelle vision de cet aspect de la vie et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, d'autant plus que au-delà de la maternité qu'elle traite bien sûr de façon prépondérante, elle explore beaucoup plus de problématiques, notamment l'équilibre entre pro et perso, ce que j'ai beaucoup apprécié. Et encore une fois, j'ai trouvé ça très poétique et très sensible, donc je vous le conseille. J'ai lu et écouté Sois jeune et tais-toi de Salomé Saké. Dans cet essai, Salomé Saké va revenir sur les propos qui sont souvent tenus de la part des générations antérieures, comme quoi les personnes qui sont jeunes, de la vingtaine environ, sont égoïstes, sont ingrats et sont feignants. Et elle va démanteler toutes ces idées préconçues et archaïques. Grâce à plusieurs éléments, elle va recontextualiser toutes les problématiques politiques, sociétales auxquelles on est confronté. Que ça soit par l'écologie, par l'économie, par les différences démographiques et professionnelles. Et grâce à des chiffres, grâce à des témoignages, elle va expliquer par A plus B à quel point le contexte politique nous a touchés au plus profond et a créé beaucoup de problèmes pour notre génération. C'est à la fois acerbe, libérateur, appuyé sur des données et des faits que l'on ne peut pas détromper.
C'est-à-dire qu'elle met sur le devant de la scène des vrais enjeux des divers publics, puisqu'elle ne va pas chercher que dans un microcosme d'individus, et elle va aller voir des personnes qui sont à la fois en campagne, en pleine ville. Elle va démanteler toutes les idées du gouvernement quant à la méritocratie dans laquelle soi-disant nous sommes, et elle va analyser la jeunesse des années 2020, avant, pendant et après la période du Covid qui nous a causé bien du tort. Elle tire un constat qui est sombre bien évidemment, mais qui est empreint de lumière, puisqu'à la fin, elle nous donne des clés de compréhension. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les essais politiques à mon sens, et journalistiques de fait. Et là, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une réponse à certaines questions que je pouvais me poser, parce que je suis quelqu'un qui se pose énormément de questions quant aux enjeux sociétaux, et que je m'interroge beaucoup sur l'avenir de notre pays et de notre planète, et de tout ce qui le rejoint. Et donc, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un écho dans ses phrases, dans ses mots, et dans son ton. Et même si vous n'êtes pas renseigné sur tous les sujets qu'elle évoque, eh bien je pense que ça peut vraiment vous plaire. C'est un essai qui est instructif, qui est incisif et qui est bien construit. C'est un livre qui, pour moi, est d'utilité publique. Quoi qu'il en soit, il vient de sortir en poche chez Payot Poche et je ne peux que vous encourager à vous le procurer, à le lire et à l'offrir. Et puis, ça va être le dernier livre pour cette vidéo, mais il y en aura d'autres dans la suivante. Je vais vous parler d'une de mes dernières lectures qui n'est autre que Génial, ma mère est morte de Janet McCurdy, qui n'est autre qu'un mémoire de Janet McCurdy, qui était donc une actrice dans les années 2000 sur la chaîne Nickelodeon dans la série iCarly. Cette jeune femme a grandi aux États-Unis dans une famille précaire, et dans ce livre séparé en deux parties, elle va revenir sur sa relation avec sa mère qui était abusive et néfaste. Sa mère était une femme qui voulait absolument que sa fille fasse de la télévision. Elle l'a entraînée sur des castings dès ses 6 ans. Jusqu'à ce que sa mère décède, Janet McCurdy a été parsemée de doutes, de problématiques et de traumas. C'est une relation qui sera très déséquilibrée tout au long de son passage dans le showbiz. Et elle va nous montrer à quel point ça a entaché sa santé mentale et physique. Elle a été vraiment poussée dans les préceptes relatifs à ce milieu et à la pensée mormone aussi, parce qu'elle vivait dans une famille mormone, mais c'est pas ce qui prend le plus de place dans le livre. Cependant, je trouve que c'est un aspect qui est relativement intéressant à traiter. Elle a toujours tenté d'être à l'image que sa mère voulait, c'est-à-dire que quand on est enfant, on a envie de s'inscrire dans l'idée reçue et dans l'idée voulue de la part de ses parents, et que maintenant, alors qu'elle est adulte, elle a encore cet aspect qui est ancré en elle, et que ça lui a créé énormément de problèmes, énormément de traumas. Sa mère a toujours été à la diète, elle a mis sa fille à la diète dès son enfance alors qu'elle n'avait pas fini sa croissance. Elle a vraiment mis beaucoup de règles à son enfant afin qu'elle puisse devenir une star montante à Hollywood. Lire ces mots, ce témoignage, ça a été poignant. Je vous mets de très gros trigger warnings quant aux relations abusives au sein de la famille, mais pas que, ainsi que pour les addictions et surtout les troubles du comportement alimentaire. Dans la première partie, elle traite surtout de sa relation avec sa mère, mais dans la deuxième, elle va essayer de nous montrer à quel point elle essaye de régler ses traumas, et notamment l'anorexie, l'hyperphagie et la boulimie, et je peux vous dire que ce n'est pas simple à lire. Donc vraiment, prenez soin de vous et ne mettez pas ce bouquin entre les mains de tous et toutes, puisque c'est très compliqué à lire. Ne donnez pas ce livre à quelqu'un qui a moins de 16 ans, à mon sens, parce que ça peut ancrer des préconçus, des préceptes, même s'ils sont décriés dans le livre, qui amèneraient certaines personnes à agir d'une sorte qui n'est pas viable et qui est relativement néfaste. Donc ceci étant dit, elle insère énormément de sarcasme dans tout ce qu'elle raconte, et elle met du rythme dans son écrit, ce qui se prête du coup à la fiction en règle générale. Et contrairement à bien des biographies que l'on pourrait voir sur le devant de la scène, parfois écrite de manière assez précaire, et bien ici je trouve que c'est très bien mené. Après l'avoir vu à multiples reprises sur les internets états-uniens notamment et dans les sphères booktube, et bien je suis très heureuse de l'avoir lu, et ça me laisse d'autant plus un regard amer sur le milieu du show business aux États-Unis, mais dont on sait les affres au fur et à mesure du temps et des années. Mais je pense qu'on peut plus regarder les shows pour enfants de la même manière après avoir lu cet ouvrage. S'il vous intéresse, je vous incite à le lire, mais encore une fois en faisant très attention à vous, parce que elle est sans phare quant à ce qu'elle vit et ce qu'elle affronte, et que c'est pas simple dans ce qu'elle raconte.
Je vais m'arrêter ici puisque, comme vous l'avez sûrement entendu, ma voix commence à dérailler et que ma caméra n'a plus beaucoup de batterie. Je pense que cette première partie aura été relativement courte. À mon avis, l'autre sera bien plus longue. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter, vous abonner si vous n'êtes pas, me retrouver sur Instagram et le reste de mes réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sur ce, ciao!